Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième sur l'actualité en Israël et au Moyen-Orient, celle où donc nous allons parler de la guerre Israël-Hamas qui a commencé le 7 octobre dernier et de ses poursuites et de ses débordements. Afin de commencer cette vidéo, nous allons donc commencer par l'élément déclencheur, l'élément du 7 octobre. Le 7 octobre 2023, à 6h30 du matin, euh, des milliers de roquettes sont lancées depuis la bande de Gaza, donc qui est ici représentée en rouge. En plus de ces roquettes, il y a un grand nombre d'obus qui sont aussi lancés. Donc il faut comprendre que les roquettes ont une grande portée. Elles ont pu toucher l'ensemble du territoire israélien, alors que les, euh, les obus et les mortiers, eux, ont touché une zone plus courte, à peu près ceci. Voilà, puisque ça a beaucoup moins de portée comme objet. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que tout autour de Gaza, il y a un mur. Donc là, je vous refais la frontière pour vous expliquer que donc c'est ces endroits où il y a un mur. Et donc, ce mur va être percé. Donc ce sont 200 terroristes du Hamas dans des unités motorisées qui vont attaquer les frontières par différents endroits contre ce mur. Donc les frontières entre donc, la bande de Gaza et Israël. Et donc il va y avoir plus d'une vingtaine de lieux d'attaque sur le mur. Euh, donc ils ont plusieurs types d'armes, ils sont motorisés, ils ont plusieurs types d'armes, du lance-roquette au simple couteau, de l'arme anti-char à la grenade. Et leur but est vraiment de détruire complètement ce mur, pardon, pour laisser passer des points de passage pour le reste des combattants. Pendant ce temps-là, des milliers de roquettes continuent à tomber. Il va y avoir dans le désert, donc dans cette zone-ci et vers le sud aussi, donc qui n'est pas représenté sur cette carte, des zones avec des populations arabes bédouines qui vont être touchées. Il va y avoir plusieurs morts. Euh, et en 20 points, donc comme je vous l'ai dit, ce mur va être percé. Des drones vont être envoyés pour détruire tout objet de surveillance, parce que cette frontière est ultra surveillée. Il va y avoir une première offensive, donc pour attaquer dans la profondeur avec des ULM. Donc voilà, c'est vraiment vers cette zone que vont être lancées les offensives par ULM. Alors bon, un ULM normalement c'est facilement abattable, c'est pas un objet très rapide. Sauf que donc, comme je vous ai dit, il y a de nombreux points de passage et ils vont être exploités par les terroristes du Hamas qui vont franchir donc ces barrières et qui vont détruire plus de 15 pardon, plusieurs postes de Tsahal. Donc, alors, je n'ai pas les localisations précises, mais imaginons par exemple qu'il y a un poste ici pour couvrir toute une partie de la frontière, un poste ici, un poste ici, un poste ici. Enfin, c'est vraiment très très régulier. Il faut aussi se rendre compte que l'échelle de ce plan est petite. Voilà, on voit l'échelle ici. Tout ça, c'est 15 km. Donc, c'est à peu près cette distance. Vous voyez, c'est pas bien grand, cette frontière. Donc, il y a beaucoup de points de passage, mais tous vont être attaqués. On estime qu'il y a à peu près 150, une première vague de 150 terroristes qui attaquent et une deuxième vague qui arrive, à qui on dit que cette fois-ci ce n'est pas un entraînement. Donc en fait, on va retrouver des reproductions de ces endroits, de ces lieux de garde israéliens dans la bande de Gaza, où se sont entraînés pendant plusieurs mois les terroristes du Hamas, du mouvement islamiste et marxiste, puisque en fait une grande coalition s'est formée autour de cette attaque. Et cette coalition a été capable de garder le secret, ce qui est difficile parce que donc les renseignements israéliens sont les meilleurs,
mais pour une fois, ils n'ont pas réussi à savoir ce qui allait se passer. Et ils vont être totalement surpris parce que voilà, tous les postes de défense vont être totalement submergés. Euh, Comme je vous l'ai dit, des attaques à 15 contre un poste, mais un poste c'est quelques soldats, surtout que c'était une fête juive en ce moment, donc ils étaient en effectif réduit. Euh, donc vraiment tous les postes vont tomber un par un. Il va y avoir des coupures d'électricité et des communications. Et il y a les premiers, après les morts bédouins à la suite des attaques de roquettes, qui, à part cette zone, sinon tous ont été à peu près repoussés, car Israël est bien doté en défense antiaérienne. Ben là, ça va être plusieurs morts parmi les soldats euh, ou des premières prises d'otages. Il faut savoir aussi que chez les juifs, les corps sont très importants, la restitution des corps est très importante, donc même les corps sont ramenés à Gaza afin de faire le plus de monnaie d'échange possible. On a vu par exemple des fois des corps échangés contre des prisonniers palestiniens, des fois une dizaine de corps, par exemple, échangés contre 1000 prisonniers palestiniens. Ça peut paraître énorme, mais parce que le Hamas, surtout, sait que ça compte vraiment dans le cœur des Juifs et des Israéliens d'avoir le corps des morts, et donc ils leur font un vrai chantage par rapport à ça. Donc, une fois les communications et l'électricité totalement coupées, le reste du pays peut difficilement être au courant de l'attaque. Bien sûr, elle a un peu remonté, mais très peu, et surtout, on ne sait pas l'envergure que ça. Là, on parle à peu près de 500 hommes motorisés qui partent en uniforme de l'armée ou de la police israélienne, donc des terroristes, mais qui ont réussi à se procurer des uniformes pour faire croire qu'ils allaient porter secours, avec des cibles désignées. C'est les premiers massacres de civils, les incendies, les pillages, les viols, les tortures, les enlèvements, les meurtres. Vraiment, c'est une attaque très, très sanglante. À 7 heures, l'ensemble de la zone des 7 kilomètres autour de Gaza est perdu. Donc vous voyez, il faut prendre à peu près 7 donc si on prend l'échelle, c'est à peu près ça autour de Gaza, donc un peu dans la profondeur quand même, hein. Vous voyez, tout ça aurait été définitivement perdu. Alors ce qui est mis en bleu, c'est là où les Palestiniens vont vraiment rester présents très longtemps, mais dès 7 heures, toute cette zone est prise. Alors quand je dis prise, ils ne s'y établissent pas comme des positions pour garder du territoire. Le but est vraiment juste d'arriver, de prendre du territoire et de massacrer. Certaines cibles, surtout désignées, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord les commissariats et les bases armées en première, parce qu'une fois celles-ci détruites, il n'y a plus de résistance. Euh, Forcément, si vous attaquez d'abord, par exemple, un supermarché, bon, ben, la police risque d'arriver, alors que si vous attaquez directement par surprise le commissariat avec des hommes habillés en militaire et en policier, ça rend la chose plus facile. Donc tout était très bien répété, au millimètre près. Certains civils vont rentrer, vont essayer de la résistance. Ceux qui ont fait preuve de résistance vont être totalement massacrés. Euh, on le sait notamment parce qu'il y a beaucoup de films des atrocités, donc le Hamas ou les mouvements qui sont avec lui, comme le djihad islamique, vont prendre beaucoup de vidéos, de photos, mais même des témoins aussi vont prendre eux-mêmes des vidéos qui vont être parfois postées par des membres du Hamas qui les auront tués ou je veux dire même les gens s'ils survivent, ils publient la vidéo aussi, quoi. Euh, Certaines villes vont être très vite perdues. Quand je parle, voilà, c'est plus un territoire, c'est carrément des villes qui vont être perdues. Il y a le festival de Reims, je m'excuse pour la prononciation, mais qui va être tristement célèbre pour le nombre de morts et d'otages qui vont y être faits. On estime qu'une demi-heure avant l'arrivée du Hamas, les gens vont être mis au courant
de, de l'attaque, sauf que en fait le festival va être totalement encerclé et ça va être un véritable massacre, une véritable boucherie. C'est là qu'on va voir les pires modes de torture aussi. Je n'en dirai pas plus sur ce qui a pu se passer, mais vous pouvez chercher sur Internet, vous trouverez facilement des informations. Je vous recommande quand même d'utiliser des sites fiables parce que cette guerre est aussi une guerre d'information et il faut faire très attention aux sources. Ce qui est assez important. On peut mélanger les points de vue, mais je pense qu'il est intéressant déjà d'avoir des points de vue divers et variés et des points de vue fiables. Voilà. Éviter les images truquées, les récits truqués, car tant par tant Israël que le Hamas cherchent à se procurer une image de victime, parfois de résistant, les deux, et cherchent quelque part à embrigader à travers cette guerre. Donc voilà, il faut aussi beaucoup de vigilance par rapport aux informations qu'on peut voir tourner. Ce qui est sûr, c'est que à 10h, Benjamin Netanyahou prend la parole et annonce qu'il fonde un gouvernement d'union nationale. Et à 10h34, la mission Épée de fer est lancée. C'est la contre-attaque de Tsahal qui lance des premiers tirs de missiles sur Gaza, surtout des endroits d'entraînement, des bases d'entraînement, des bases aussi de prise de décision, même si les vrais endroits où seront prises les vraies décisions, notamment donc, entre tous les groupes, tous les divers groupes qui peuvent exister palestiniens, cette salle ne sera découverte que bien plus tard. Il ne sera pas touché au début. Euh, il va y avoir donc plus de 246 otages cette journée. Pourquoi? Parce que en fait, il a été promis à toute personne, promis par le Hamas, à toute personne qui ramènerait un otage, 10 000 dollars et un appartement. Donc en fait, il va y avoir aussi beaucoup de civils qui vont s'aventurer en territoire palestinien, qui ne sont pas forcément très bien armés. Hein. Ça peut être une simple petite arme à feu qu'ils ont pu se procurer pas trop difficilement, ou même des fois juste un couteau. Et ils vont essayer de prendre des otages aussi pour pouvoir les ramener au Hamas. Euh, on... Des roquettes vont continuer à tirer de la part du Hamas. Et ça va permettre à Israël de localiser aussi les lieux de tir et de les détruire. Et l'électricité va vite être coupée puisque vers 11h, il n'y a plus d'électricité à Gaza. Euh, on va compter donc à la fin de cette attaque 1140 morts et 246 otages. Même si des fois les bilans varient un peu, en fait, certaines personnes ne savent pas vraiment identifier si la personne est morte parce que c'est vraiment les terroristes du Hamas. Par exemple, dans certains hôpitaux, personne était coupée de soins. Est-ce qu'on peut imputer ça aux personnes du Hamas? Est-ce qu'une personne est morte naturellement ou est-ce que c'est parce que le Hamas lui a coupé les soins? Et puis il y a de nombreuses personnes qui vont décéder plus tard, par la suite de blessures. Euh, voilà. Ce qui va se passer en tout cas, c'est que Israël souhaite se venger de cette attaque. Alors Tsahal aurait communiqué sur 1500 Palestiniens qui auraient été tués sur le sol israélien. Ces chiffres sont assez contestés quand même, parce que ça paraîtrait une attaque finalement comment dire, peu réussie. 1140 morts et 246 otages contre 1500 combattants, ça paraît pas beaucoup dans le monde du terrorisme. Donc il y en aurait sûrement moins, mais il est sûr qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de combattants qui ont attaqué Israël et qui ont fait beaucoup de dégâts humains et matériels. Enfin, quand je dis matériel, c'est pas que le matériel, c'est le matériel militaire aussi qui a pu être touché, qui servait justement à surveiller Gaza et à frapper Gaza. C'était aussi des cibles.
Et puis donc un schéma va commencer, qui va toujours être le même schéma, qui va être de la part de Israël ciblé. Alors le Hamas va surtout leur dire que ça va être des mosquées, des hôpitaux, des écoles et des centres de réfugiés. Mais en fait, il faut savoir que sous Gaza, il y a des centaines de chemins souterrains. Certains mènent en Égypte aussi, donc il y a des chemins, voilà, beaucoup de chemins qui mènent en Égypte pour faire de la contrebande. Ou à une époque, c'était aussi pour entretenir des liens avec l'État islamique au Sinaï. Même s'il il faut pas dire que le Hamas est totalement une organisation qui a collaboré avec l'État islamique, avec Daesh, parce qu'il y a eu des tensions, mais ils ont pu s'aider quand même. Et puis il y avait quelques couloirs souterrains qui menaient aussi en Israël, qui sont découverts beaucoup plus tard, certains qui vont être découverts 3 mois après la guerre. Donc là aussi, c'est une faille de sécurité pour Israël de ne pas avoir pu découvrir que le Hamas passait par le sous-sol. Et donc 2,3 millions de Palestiniens gazaouis vont se retrouver coincés dans cette enclave de Gaza qui est toujours soumis donc au blocus de la part d'Israël. Et en fait, le 9 octobre a lieu un siège complet de Gaza, donc par les mers, par la terre, et l'Égypte ne voulait pas de Gazaouis qui passent, donc ça a arrangé Israël dans son siège. Il y a 200 000 Israéliens qui vont être évacués pour éviter d'avoir des problèmes dus aux causes de combat. Il va y en avoir aussi qui vont être, j'y reviendrai plus tard, mais il y en a aussi qui vont être évacués des zones proches du Liban. Et on reviendra sur le Liban plus tard. Et il y a environ 300 000 personnes gazaouis à qui on va demander le 13 d'évacuer Gaza City et de se réfugier vers le sud, vers Khan Younis, la deuxième ville du pays. Le Hamas, lui, va demander aux gens de ne pas partir. Donc en fait, les gens vont avoir 24 heures pour partir, données par l'armée israélienne. L'armée israélienne va envoyer des SMS à tout le monde, va distribuer des tracts, va parler à la population par des haut-parleurs, etc. Sauf que le Hamas va leur demander de ne pas partir et va bloquer certaines zones. Il va y avoir des problèmes vers certains endroits. Sur certaines routes. Il y a notamment une grande route qui va être touchée alors qu'elle était censée pouvoir accueillir les civils. Alors la question va se poser, est-ce un attentat du Hamas? Ce qui serait à peu près possible pour donner une mauvaise image d'Israël? Est-ce que ce serait une frappe d'Israël? Personne ne sait vraiment. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de médias type Libération, Le Monde, CNN, le Wall Street Journal, ou des organisations, Human Watch par exemple, ont affirmé avoir dès le début accusé Israël de cette frappe, alors qu'en fait ils n'en avaient absolument aucune preuve. Donc le problème c'est qu'une fois que l'information est dite, le mal est fait entre guillemets et les gens vont le croire, même s'ils vont mettre dans leurs journaux plus tard que oui, ils se sont trompés, ils avouent s'être trompés, parce que d'après un officier de la DRM, donc c'est la direction du renseignement militaire, c'est français, en fait rien n'est sûr à propos de cela. Parce que le Hamas a aussi besoin de se donner un peu une manière d'être humaniste. Ils viennent de faire des crimes horribles en Israël, et donc montrer que Israël pourrait frapper des réfugiés, ça ne leur donne que de la crédibilité et ça leur donne la possibilité d'avoir un cessez-le-feu qu'ils demandent dès la fin, dès les premiers bombardements sur Gaza. C'est-à-dire que, alors qu'ils sont encore en train d'opérer sur le territoire israélien, que donc le 8 octobre, il va leur rester encore la zone qui est en bleu, eh bien, ils vont demander déjà le cessez-le-feu, parce que ça les arrange. Ils n'ont pas envie d'avoir voilà, cette guerre où ils savent qu'Israël a potentiellement la possibilité d'anéantir l'organisation du Hamas. Donc forcément, ça permet d'avoir un appui de la population, des populations des autres pays
pour en avoir un appui diplomatique pour éviter que le Hamas disparaisse. Ce qui est sûr, c'est qu'Israël va refuser tout cessez-le-feu, au début en tout cas. Israël ne souhaite pas s'arrêter là, ils veulent leur vengeance, ils veulent la destruction totale du Hamas. Les 6 premiers jours, 600 bombes vont être larguées, donc sur le nord, voilà, sur Gaza City et jusque-là, à peu près. Pour donner un ordre d'idée, c'est plus que ce que les USA ont utilisé en Afghanistan, ou plus que ce qu'utilisait la coalition en un mois contre Daesh. Voilà. Mais il reste des civils qui n'ont pas pu partir. Le problème, c'est qu'on manque de sources, mais certains diraient que ce serait le Hamas qui les empêche de partir parce qu'ils ont besoin de boucliers civils pour montrer que Israël tue des civils. D'autres disent que c'est juste en fait des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, ce qui existe aussi. Ce qui est certain, c'est que voilà, des civils vont être touchés très rapidement par ces frappes israéliennes. À qui la faute? Maintenant, c'est le problème qui se pose. Mais en fait, ces frappes ont beau continuer, le porte-parole du Hamas va continuer à faire de nombreuses menaces, disant qu'ils vont reprendre les attaques de plus en plus fort, ce qui ne va pas amener à la paix. Et Israël va donc voilà, être de plus en plus déterminé à détruire le Hamas. Il va y avoir une mobilisation générale pour envahir Gaza, et surtout en fait ils ont compris que les frappes leur permettaient de détruire certains dépôts d'armes, certains QG, mais qu'il fallait qu'ils passent par les souterrains. Ce sont des combats assez violents, assez meurtriers, mais il faut à tout prix que Israël détruise ces souterrains. La pression quand même diplomatique va se faire sur Israël face à ce que vivent les civils gazaouis. Et le 21 octobre, Israël accepte une première aide humanitaire à rentrer dans Gaza. Ça ne doit pas l'empêcher de continuer à frapper. Et 30 chefs du Hamas vont être tués en 20 jours. Alors ce qu'on appelle des chefs, c'est voilà, des hauts commandants alors, du Hamas ou d'organisations affiliées. Le 27 octobre, il va y avoir donc le début d'invasion souterraine. Le plan va être terminé et l'invasion va pouvoir commencer. Des scandales vont vite arriver, donc comme je vous ai dit, parce qu'il y a des frappes sur les hôpitaux, sur des mosquées, sur des écoles, sur des camps de réfugiés. Israël va utiliser la même technique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font une frappe, ils envoient des SMS avant, disant une heure à une demi-heure avant, demandant aux populations de s'échapper. Euh, et c'est ce qui va arriver par exemple sur des frappes sur des hôpitaux. Et plusieurs sources affirment que le Hamas était vraiment dans les hôpitaux, des sources bien sûr différentes du commandement militaire israélien. Des journalistes vont affirmer que, voilà, que le Hamas est présent, pas dans tous les hôpitaux, mais dans certains hôpitaux, ils mettent leur QG dans les sous-sols, en espérant que Israël ne frappera pas. En fait, ce qui va se passer, c'est que Israël va s'autoriser à faire, pour tuer une personne du Hamas, à tuer environ 300 civils. Le droit international n'autorise normalement que, je crois, 3 ou 4, je suis pas expert en droit, mais il me semble que c'est 3 ou 4 civils tués par militaires ennemis. Euh, donc ça va faire plus de 40 000 morts dans Gaza. 40 000 morts gazaouis. Soldats comme civils confondus. Parce que le problème du terrorisme aussi, c'est que beaucoup n'ont pas d'habits de soldats. Contrairement à une guerre où tout soldat, une guerre régulière où tout soldat est censé porter un uniforme, toute partie combattante est censée porter un uniforme, c'est dans les lois de la guerre. Le problème, c'est que lutter contre le terrorisme, c'est lutter contre des gens qui n'ont pas d'uniforme et qui parfois portent des armes, parfois non.
Et donc c'est assez difficile de faire la différence aussi entre civils et militaires. Alors je ne cherche pas à dédouaner Israël de ses responsabilités, la justice fera son travail, mais c'est les premiers rapports de la Cour internationale de justice qui le disent, tout simplement. Il va y avoir 300 soldats israéliens qui vont mourir aussi dans la bande de Gaza du fait d'attaques. Il va y avoir une petite trêve entre le 24 novembre et le 1er décembre qui va permettre la libération de 50 otages israéliens contre 150 otages palestiniens. Ce qui est des trêves, donc c'est la seule qui a été acceptée pour un échange. Au début, donc le Hamas souhaitait des trêves que Israël refusait. Et depuis, Israël souhaite potentiellement quelques trêves que le Hamas refuse parce que le Hamas n'a plus beaucoup d'otages et il ne souhaite pas libérer ses derniers otages parce que sinon il sait très bien que Israël peut avoir les mains libres pour le détruire totalement. Les trêves se font grâce à l'intermédiaire du Qatar qui accueille le Hamas sur son sol. Le Hamas a des bureaux au Qatar, ainsi que l'Égypte et les États-Unis qui aident aussi dans ce processus. Des problèmes aussi vont avoir lieu sanitaires, vont avoir lieu notamment dans la ville de Rafah, vers le sud du pays. Euh, donc, il va y avoir un cessez-le-feu dans cette zone. Il va y avoir quelques cessez-le-feu dans certaines zones pour notamment des campagnes de vaccination ou de traitement. Enfin, j'aimerais voilà, revenir un petit peu sur le droit pour terminer. Parce que la Cour pénale internationale donc affirme que les deux camps peuvent être condamnés. Euh, Israël pour donc le fait de faire beaucoup plus de dommages collatéraux, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, les civils tués. Ce sont des dommages collatéraux, d'en faire beaucoup plus que le droit international n'en accepte. Et le Hamas pour l'ensemble des crimes commis lors de l'attaque du 7 octobre, notamment voilà, les décapitations, les castrations, etc., qui vont être commis, les gens qui vont se faire couper les organes aussi. Donc, chacun peut être condamné pour crime contre l'humanité et en quelque sorte pour génocide. Alors, pour génocide, il faudra plus de preuves. Le Hamas peut être condamné, la seule parce qu'il y a une volonté de détruire Israël et son identité. Ce qui pose problème, c'est qu'en fait, le Hamas n'a pas mis en place de grands moyens, c'est-à-dire qu'une attaque de 1500, enfin, de potentiellement 1500 combattants, ce n'est pas considéré comme ce qui a pu se faire en Arménie, au Rwanda, en Bosnie ou en Allemagne nazie. Mais du côté d'Israël, en fait, il n'y a aucune preuve qu'Israël souhaite détruire la population gazaoui, qui est un nettoyage ethnique. Ce qui est sûr, c'est qu'ils s'affranchissent des règles du droit international de la guerre. Mais voilà, il y a beaucoup plus de moyens utilisés, mais aucune preuve de documents écrits ou oraux qui font état d'une volonté de tuer. Ce qui ne veut pas dire que dans l'armée israélienne, il n'y a pas des personnes qui ne sont pas en capacité de combattre, qui font des erreurs lorsqu'ils font des frappes, par exemple, il y avait des otages qui ont été abattus par des combattants israéliens, alors que les otages montraient un drapeau blanc, parce qu'ils étaient totalement pris de panique dans cette guerre où les terroristes pouvaient venir de partout. Dès qu'ils voyaient un mouvement, ils tiraient. Ils n'étaient pas prêts, c'était des réservistes qui avaient certes fait leur service militaire, mais qui n'étaient pas assez formés. Euh, il peut y avoir voilà, des généraux qui ont pu donner des ordres parce que eux estiment qu'ils font un génocide, mais ça ne vient pas d'en haut. C'est des généraux qui ont bien sûr un pouvoir, mais pas un pouvoir total. Donc chacun peut être condamné des deux côtés. Euh, un des derniers événements, c'est que plusieurs généraux du Hamas vont être tués en Iran, en Syrie, au Liban
Et Israël va vraiment mener une guerre totale contre le Hamas. C'est-à-dire que quels que soient les quels que soient les endroits où sont les membres du Hamas, elle va les tuer, quitte à dépasser les frontières. Par exemple, ben voilà, attaquer sur les sols d'autres nations pour détruire totalement le Hamas. Maintenant, je vais vous parler d'un autre front, le front de la Cisjordanie. Donc là, je reviendrai un peu plus tard sur l'image qui est apparue. Mais en Cisjordanie, on compte à peu près 300 morts depuis le début de la guerre, parce qu'il y a eu donc quelques raids contre des combattants du Hamas. Le Hamas n'est pas présent particulièrement en Cisjordanie, c'est surtout le Fatah, dont je vous avais présenté les acteurs et l'évolution. Mais certaines personnes vont être convaincues par le mode de fonctionnement du Hamas et vont vouloir prendre les armes. Et donc Israël va mener quelques raids des forces spéciales, quelques frappes aussi. Il va y avoir de nombreuses manifestations des Palestiniens de Cisjordanie qui vont s'émouvoir de ce qui arrive aux Gazaouis. On va compter aussi voilà, donc des frappes qui vont avoir lieu en Syrie, en Irak, particulièrement à Alep et à Damas, contre des membres des gardiens de la révolution iraniens. Il va y avoir quelques autres débordements avec des attaques de groupes pilotés par l'Iran et en lien avec le Hamas qui vont attaquer aussi des soldats américains pour leur position. Il faut savoir que par exemple les États-Unis ont mis à un moment 2 porte-avions aux frontières d'Israël, dans les eaux territoriales d'Israël, pour la protéger contre d'autres pays. Et donc ces Américains vont être aussi un peu visés. L'Iran va aussi frapper à plusieurs reprises. Tout d'abord, l'Iran va frapper l'Irak. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que l'Irak a à faire à voir ça? Parce qu'un attentat qui va être revendiqué par Daesh en Iran contre l'un des chefs iraniens, l'Iran ne va pas accuser Daesh, alors que Daesh le revendique, mais va va dire que c'est une alliance entre Israël, les Kurdes et les opposants syriens, et donc va mener une longue série de frappes contre des bâtiments qui appartiendraient à l'État d'Israël en Irak, contre des opposants syriens qui y seraient réfugiés et des populations kurdes qui souhaitent leur indépendance, notamment sur le territoire irakien, iranien, turc et syrien. Le 13 avril au soir, suite à un autre assassinat de la part d'Israël sur le sol iranien, l'ensemble des proxys vont se mettre en alerte, les proxys iraniens, et donc il va y avoir une pluie de missiles qui va viser Israël. Ils vont venir des Houthis, donc c'est la zone que vous voyez, donc qui est au Yémen, la zone que vous voyez en ce moment en image. Ils vont venir de l'Iran, du Hezbollah, donc du Hezbollah en Syrie, en Irak et au Liban, et quelques roquettes du Hamas, même si le Hamas n'était pas dans la plus grande, dans ses plus grandes capacités, parce que ça faisait déjà plusieurs mois de guerre. Il va y avoir une interception de la plupart des missiles, il va y avoir quelques bases militaires endommagées, et une petite fille bédouine blessée. Donc c'est pour vous montrer aussi que la population arabe vivant en Israël va être touchée par cette guerre, notamment les bédouins qui vivent dans le désert. Bon, Israël ne va pas tout arrêter parce que même s'il possède des très grandes capacités contre les armes aériennes, en armes anti-aériennes, il va y avoir une coalition qui va se former autour avec les USA qui ont beaucoup de bases dans la région, le Royaume-Uni qui ont quelques bases et surtout qui avaient des forces de la Royal Navy par là. La Jordanie qui va prêter son soutien à Israël. Alors pas tellement, même s'ils entretiennent des bons liens avec Israël, ce n'est pas tellement pour aider et par sympathie à Israël, mais surtout
parce que ils ne veulent pas que l'Iran s'amuse à envoyer des missiles au-dessus de son territoire, donc ils vont les abattre. Et la France qui va aussi participer. Euh, donc cette coalition va abattre la plupart des missiles et Israël en retour va tirer quelques missiles qui vont atterrir sur des bases militaires iraniennes qui vont être détruites, mais l'Iran s'arrêtera là, ne donnera pas de réponse. Il y a pu y avoir aussi un peu de soutien de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, pas tant dans l'interception de missiles, mais surtout diplomatiquement pour demander que, pareil, il n'y ait pas de missiles qui survolent leur territoire et pour du renseignement, euh, pour de leur autorisation au décollage et à survoler leurs frontières aussi. Donc il va se passer aussi des problèmes en mer Rouge où le groupe, donc ici en vert, le, le groupe qui se nomme les Houthis vont vouloir aider Israël et ils vont donc pour cela attaquer tous les bateaux qui se trouvent en mer Rouge et tous les bateaux destinés aux Occidentaux et la plupart des bateaux qui venant d'Asie sont destinés aux Occidentaux, qui passent par cet endroit, puisqu'ils vont soit donc pour Israël, soit généralement dans les ports grecs, italiens, français, turcs, espagnols, anglais ou même américains, pour la côte ouest, est, pardon, pour la côte est. Euh, et donc une coalition va se mettre en place entre les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Égypte et la France. Alors l'Égypte, pourquoi? Parce que beaucoup de bateaux ne vont plus passer par ce passage et l'Égypte va perdre beaucoup de d'argent par le canal de Suez qui ne va plus être utilisé. Donc l'Égypte a totalement intérêt à ce que l'attaque des rebelles yéménites Houthis s'arrête. Euh, et enfin, nous allons terminer sur ce qui se passe par rapport au Liban. Donc cette carte date déjà de par rapport à quand je fais la vidéo de plusieurs jours, parce qu'elle date du 24 septembre 2024 à 20h, heure française. Ce qui va se passer, c'est que dès le début de la guerre, le Hezbollah va frapper en Israël. Donc on peut voir là par les points les frappes plus récentes, mais cette zone va de toute façon être privilégiée par le Hezbollah pour un soutien au Hamas. Le but étant que Israël ne puisse pas retirer toutes les troupes qui sont stationnées ici, parce qu'elle en a un certain nombre, elle ne puisse pas toutes les retirer pour aller vers Gaza, pour ne pas lancer encore plus de troupes sur Gaza et garder des forces ici, que ce soit des forces anti-aériennes ou des forces terrestres pour éviter une invasion du Hezbollah. Donc vont se poursuivre les échanges depuis le 7 octobre dernier. Mais le 23 septembre, il va y avoir un tournant dans la guerre, puisque plus de 600 missiles, 600 missiles vont être tirés par Israël, donc surtout dans la zone sud, dans la banlieue sud de Beyrouth et quelques-uns d'autres installations, mais c'est surtout dans ces zones que se situe le Hezbollah. Alors donc c'est là qu'en fait ils ont le plus de votes politiquement et c'est là donc où ils peuvent facilement cacher des armes et où ils peuvent aussi facilement avoir leurs combattants. Ceci fait suite à l'attaque des beepers et des talkie-walkie. Alors même si Israël ne l'a jamais revendiqué, il est très fort probable que ça soit de leur fait. Donc en fait cette attaque ne servait pas beaucoup à tuer parce qu'ils savaient que ça ne ferait pas beaucoup de morts. Ça n'a fait qu'une trentaine parmi les membres du Hezbollah et encore il y a quelques civils autour qui ont été touchés.
Non, le but était surtout d'identifier les membres du Hezbollah, essayer d'identifier qui étaient plus des sous-traitants, avec les, les beepers, et qui étaient plus des chefs, avec les talkie-walkie, infiltrer les hôpitaux et pouvoir savoir qui doit être suivi, qui doit être éliminé. Il faut savoir que juste avant que je ne tourne cette vidéo, on a appris que sur 14 grands chefs du Hezbollah, les 14 plus grands chefs du Hezbollah, 13 ont été tués. Le chef suprême du Hezbollah, Nasrallah, a été éliminé. Il se cachait, mais Israël, par son renseignement, a réussi à le retrouver et à l'éliminer. C'était un vrai coup dur qui est porté au Hamas. Alors non, le Hamas a subi beaucoup de coups durs, mais le Hezbollah, c'était un vrai coup dur qu'ils viennent de recevoir, puisque ils ont perdu la plupart de leurs chefs, la plupart de leurs installations. Ils ont perdu la plupart de leurs combattants qui ont été blessés, parce qu'il y a beaucoup de blessures qui ne sont pas des blessures mortelles, qui ne nécessitent pas forcément d'amputation, mais qui empêchent les combattants de reprendre le combat très rapidement. Et donc, déjà qu'ils étaient fragilisés politiquement, puisque les Libanais de l'international pouvaient désormais voter. Les Libanais à l'international ne sont absolument pas pro Hezbollah. La plupart ont fui le Liban à cause du Hezbollah, à cause de la pauvreté, de la misère, et donc qui gangrène le pays, et du Hezbollah qui empêche la liberté d'expression dans certaines zones et le respect du droit libanais, qui a sa mainmise sur certaines parties du territoire. Et donc, ils vont pouvoir voter aux prochaines élections. Donc, en fait, le Hamas vient de perdre toute sa branche militaire et sa branche politique est très fortement diminuée. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est que va faire Israël ? Il y a eu donc il y a eu 500 000 réfugiés qui sont partis vers le nord, ou voire même vers la Syrie. Beaucoup pensaient ne jamais repartir en Syrie. Des Syriens qui étaient venus se réfugier dans ces zones frontalières sont repartis en masse, alors qu'ils pensaient que rien ne pouvait être pire que la Syrie, mais ils ne se sentent plus en sécurité. Mais beaucoup pensent que l'opération d'Israël, soit elle se poursuivra au sol pour aller totalement détruire le Hezbollah, comme ils l'ont fait à Gaza pour détruire le Hamas, soit elle continuera avec quelques frappes, mais sans importance, le seul but étant de détruire les derniers membres du Hezbollah. Donc on a pu voir que le conflit qui a commencé dans le sud, certains pensaient qu'il se déplacerait en Cisjordanie suite aux manifestations, mais en fait non, c'est vraiment dans le nord de Israël, vers le Liban, qui prend toute son importance. 500 000 réfugiés, plus de 700 morts. Jusqu'où va aller la situation au Liban ? Personne ne le sait, personne ne connaît les vrais objectifs d'Israël. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils feront de leur priorité la destruction du Hezbollah, même maintenant qu'ils ont réussi à détruire le Hamas. Une dernière question se pose, c'est au-delà de la simple destruction du Hezbollah, qui semble déjà quasiment accomplie, tellement ils ont été touchés, c'est que va faire l'Iran ? L'Iran est en train de perdre deux proxys d'importance, le Hamas, qui est détruit quasiment, le Hezbollah, qui risque d'être totalement détruit lui aussi, les Houthis dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont subi beaucoup d'attaques de la part de l'Arabie Saoudite, qui aide le gouvernement en place, et les États-Unis et les Anglais qui font des frappes régulièrement aussi. Donc il ne resterait que des groupes chiites en Syrie, notamment le pouvoir syrien dominé par Bachar el-Assad qui est pro-iranien, et quelques milices en Irak qui sont elles aussi touchées par l'explosion alors moins des beepers mais surtout des talkie-walkie, et puis qui ont perdu leur chef parce qu'en fait il y avait une réunion des chefs du Hezbollah de Syrie
dans le sud de, du Liban, et beaucoup ont été touchés aussi. Donc, euh, le Liban, qui faisait de sa force ses proxys, vient de tout perdre. La crainte aujourd'hui des observateurs, c'est un nouveau conflit de grande envergure en Israël. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de partis auront du mal à y participer. Le Liban sera déchiré entre les différentes prises d'opposition, car même si au début l'ensemble faisait front pour ne pas vouloir ressembler à Gaza, beaucoup ont compris que Israël ne mettrait pas la même intensité qu'à Gaza, et que, enfin, il y a beaucoup moins de morts civiles qu'à Gaza, parce que on est avec aujourd'hui des milliers de missiles tirés pour finalement parmi les civils que, alors bien sûr je mets des guillemets parce que c'est la proportion qui est faible, pas le nombre de morts. Tout mort pour moi est à déplorer, mais si on regarde la proportion, elle est faible par rapport à Gaza. Donc voilà, il n'y a entre guillemets que 700 morts pour des milliers de missiles tirés. Que va faire l'Iran une fois que ces proxys seront totalement détruits? C'est la question qui hante notamment les diplomates français et américains qui redoutent d'une nouvelle guerre qui viendrait déstabiliser toute une région qui commençait à peine à se reconstruire, notamment entre la Syrie et l'Irak, qui viendrait totalement ravager le Liban, qui ferait perdre des appuis importants parmi l'Arabie Saoudite et la Jordanie qui ne voudraient potentiellement pas se, se mettre dans un camp et qui reprocherait aux États-Unis ou à la France de les amener dans leur camp et de les mener à une guerre. Où va s'arrêter Israël? Où s'arrêtera le Liban? C'est la question qui se pose. Comme je vous le dis, mais je l'ai répété parce qu'il me semble que c'est vraiment le plus important. Merci de m'avoir écouté. Je sais que j'ai encore des progrès à faire dans l'enregistrement. Des nouvelles vidéos seront disponibles. Je en prépare une nouvelle sur la Bosnie-Herzégovine et les Balkans plus globalement. N'hésitez pas, si vous avez aimé, me faire un petit commentaire pour me donner vos retours, vos critiques, à vous abonner si la chaîne vous plaît, à liker, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur GeoActu.